L'après-midi du 14 mai 1940, les citoyens assiégés dans la ville néerlandaise de Rotterdam levèrent les yeux vers le ciel en entendant le bourdonnement approchant des bombardiers allemands. À travers l'épaisse fumée nocive s'élevant des bâtiments en flammes, ils pouvaient à peine distinguer les formations massives de Heinkel HE 111, l'infâme insigne noir Balken-Crewitz se détachant sur leur train d'atterrissage blanc. Au cours du prochain quart d'heure, plus d'1 millier de bombes à la haute explosion écraseraient les Néerlandais en soumission, tuant plus de 700 civils et dévastant une ville entière, brisant sans pitié sa courte résistance face à la tyrannie nazie. Après la catastrophe, des interrogations ont émergé sur les circonstances de cette atrocité, qualifiée d'accidentelle par les commandants allemands sur le terrain. Pire encore, certains prétendaient qu'il s'agissait d'un acte délibéré pour forcer la capitulation des Pays-Bas. C'est l'histoire du bombardement de la ville de Rotterdam. Bienvenue sur Wars of the World 1945. Au début du mois de mai 1940, la Pologne, le Danemark et la Norvège étaient déjà sous la domination nazie, ayant été écrasés par les tactiques ingénieuses de Blitzkrieg de l'Allemagne. Une combinaison brutale de mobilité blindée ultra rapide et d'unités d'infanterie d'élite soutenues par une suprématie aérienne. Adolf Hitler a maintenant jeté son dévolu sur les Pays-Bas, la Belgique et finalement la France. La victoire devait être obtenue grâce à la mise en œuvre de Fall-Gelb, ou cage jaune, parfois également appelé le plan Manstein, d'après le général de la Wehrmacht Feldmarschall Fritz Erich Georg Eduard von Manstein qui l'a planifié. En se concentrant sur une percée dans le sud de la Belgique, le Heeresgruppe A de Manstein fournirait l'impulsion principale de l'invasion, avec 5 divisions de Panzer qui défonceraient une section faiblement défendue des Ardennes. Le Heeresgruppe B, sous le commandement du général Fedor von Bock, lancerait également une attaque forte mais de diversion à travers la Belgique du Nord et les Pays-Bas, attirant l'essentiel des forces britanniques et françaises défendant ces zones, où elles s'attendaient à ce que l'Allemagne attaque. En atteignant rapidement la Manche, les Heeresgruppe A et B ont encerclé et piégé les forces alliées en Belgique et dans le nord de la France, forçant les Britanniques à évacuer de Dunkerque lors de la célèbre opération Dynamo et laissant la France vulnérable à une invasion allemande totale. Les Français ont été vaincus en seulement 6 semaines. Fall-Gelb a commencé aux premières heures du 10 mai avec les premiers bombardements aériens majeurs des aérodromes et ports néerlandais par la Luftwaffe, détruisant une grande partie des avions offensifs limités du pays. Peu de temps après, le ciel était rempli de quelques 700 parachutistes allemands de l'élite Fallschirmjäger chargés de tomber directement sur les positions néerlandaises et de capturer les aérodromes, les chemins de fer et les ponts importants, essentiels pour le réarmement, l'approvisionnement et les renforts. Des heures de combat acharnés à courte distance ont suivi, ponctués par des raids de bombardement de précision par les bombardiers en piqué Junkers Ju 87 Stuka, détruisant les positions défensives néerlandaises mal préparées et sapant les défenseurs d'hommes et de matériel critique. Juste 6 courtes heures après l'atterrissage des premiers parachutistes, le pont stratégique de Mördik était entre les mains des Allemands, tout comme l'aérodrome principal de Walhaven et ceux de Valkenburg et Hockenborg. À la fin de la journée, les défenses néerlandaises étaient en désarroi, mais ce n'était pas une mince affaire pour les Fallschirmjäger. Certains ont manqué leur zone de largage, d'autres sont tombés dans les ports du Val et se sont noyés, où ils ont atterri dans les décombres enflammés des bombardements précédents, brûlant vifs. Au cours des 3 jours suivants, des combats intenses ont éclaté dans tout le pays alors que de plus en plus d'unités allemandes affluaient. Pourtant, malgré le parachutage de parachutistes directement à Rotterdam, la deuxième plus grande ville après Amsterdam, ils n'ont toujours pas réussi à déloger les défenseurs néerlandais qui étaient prudemment optimistes quant à une percée britannique. Souvent qualifié de loup déguisé en mouton, le tristement célèbre Heinkel.
E-111 a été largement déployé sur tous les fronts du théâtre d'opération européen, provoquant de manière infâme la destruction et la dévastation depuis les cieux au-dessus de la Grande-Bretagne pendant le Blitz de 1940-41. Avec une vitesse maximale de 270 miles par heure, soit 440 km par heure, et une altitude de service de juste au-dessus de 21 000 pieds, le Heinkel à deux moteurs a été désigné comme un bombardier moyen et piloté par un équipage de la Luftwaffe de 5 personnes, un pilote, un navigateur bombardier, un opérateur radio et 2 mitrailleurs. Portant. La variante de Heinkel utilisée lors des opérations Fallgelb avait une large gamme de capacités de transport d'armement. La plus standard étant soit 32 bombes de 110 livres, soit 8 bombes de 550 livres. Cependant, il pouvait également être équipé de mines anti-navires, de bombes externes de 4000 livres ou même de 5500 livres. Le poids au décollage s'équilibrait à une folle 29 800 livres ou 13 500 kg. Au fur et à mesure que la guerre progressait, le Heinkel E-111 a été amélioré pour une variété de spécifications et de rôles différents, y compris en tant que bombardier torpilleur, reconnaissance à longue portée, bombardier de nuit, transport de parachutistes, et est même devenu le dernier avion à transporter une bombe V1 à Londres avant de cesser la production en 1944 avec plus de 7000 exemplaires de fabriqués. Le mardi 14 mai 1940 se terminerait par l'oblitération de 11 000 maisons, 19 églises, 23 hôpitaux et 62 écoles, tout cela en seulement 13 minutes choquantes. Mais pourquoi une telle destruction gratuite a-t-elle été jugée nécessaire ? Aurait-il pu être évité ou, comme certains le prétendent, a-t-il été délibérément fait pour démontrer la domination nazie ? Le soir du 13, la reine Wilhelmina et le gouvernement néerlandais avaient finalement fui à bord de destroyers britanniques en direction de Londres et vers 10h30 le lendemain matin, un officier allemand est arrivé à Rotterdam avec un drapeau blanc avec une lettre exigeant la reddition de la ville. La lettre a été rédigée par le général-lieutenant de la Wehrmacht Rudolf Schmidt, commandant du 39e corps d'armée assaillant, et a été remise au colonel Peter Wilhelmus Charru, responsable des forces néerlandaises pendant les 3 jours précédents de bataille. Elle déclarait audacieusement, je cite, « L'opposition continue à l'offensive des troupes allemandes dans la ville ouverte de Rotterdam me force à prendre des mesures appropriées si cette résistance ne cesse pas immédiatement. Cela pourrait bien entraîner la destruction totale de la ville. Je vous prie en tant qu'homme responsable de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher la ville d'avoir à payer un tel prix. Si, dans les 2 heures suivant la remise de cet ultimatum, aucune réponse officielle n'est reçue, je serai contraint d'exécuter les mesures de destruction les plus extrêmes. » Fin de citation. Cette référence à des mesures extrêmes de destruction avait été transmise à Schmidt comme un ordre direct de son supérieur, le général Feldmarschall Georg von Koechler, commandant de la 18e armée, déclarant sans équivoque, je cite, « La résistance à Rotterdam doit être brisée par tous les moyens disponibles, si nécessaire en menaçant de détruire la ville et ensuite en exécutant la menace. » Koechler était parfaitement conscient que ses forces devaient être libérées de l'impasse à Rotterdam pour pouvoir soutenir l'invasion de la France. Et aussi qu'une prise opportune des Pays-Bas permettrait d'utiliser ces aérodromes pour des opérations contre la Grande-Bretagne. Avec tout cela à l'esprit, ainsi que la pression de son propre supérieur, Koechler voulait une résolution rapide de la bataille, indépendamment des conséquences pour la population civile encore à l'intérieur de la ville, incapable d'évacuer. Cependant, Koechler n'était pas le seul à exiger la capitulation de la ville. Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, l'un des principaux hommes d'Adolf Hitler, était impatient de démontrer davantage la pure puissance et la domination de la Luftwaffe et une démonstration de force comme la destruction d'une ville entière, surtout une qui se dressait sur le chemin de l'Allemagne nazie, serait une occasion parfaite. Cette théorie est contestée parmi les historiens. Lors des procès de Nuremberg, en 1945, Göring a nié toute connaissance des négociations de reddition, ainsi que réfuté la revendication que le bombardement était un acte délibéré pour obtenir la soumission néerlandaise. Une grande partie des fichiers et de la documentation originaux de la Luftwaffe ont également été détruits, rendant difficile de déterminer qui ou quel type de soutien aérien a réellement été commandé.
Après avoir reçu l'ultimatum de Schmitt, Charus a refusé d'être contraint, prenant plutôt son temps pour rédiger une réponse, se plaignant des formalités, citation, « Avant de considérer sérieusement votre proposition, la lettre devrait être dûment signée et mentionner votre nom et grade. » Fin de citation. On croit que Charus jouait la montre, soit pour évacuer la ville, soit dans l'espoir vain que des renforts alliés arriveraient bientôt. Quoi qu'il en soit, Schmitt a reçu cette réponse un peu après midi, transmettant par radio à la Luftwaffe, citation, « Bombardement de Rotterdam reporté en raison des négociations de capitulation. Rapporter le nouveau statut de décollage », fin de citation. Mais il était déjà trop tard. Les bombardiers étaient déjà dans les airs et ayant rentré leurs antennes radio, ils étaient déjà injoignables. « 90 Heinkel, E-111 de la Luftwaffe Kampfgeschwader, justement nommé das Totenkopfgeschwader ou l'escadron de la tête de mort, approchèrent du sud et du nord-est chargés d'un mélange de bombes à haute explosion de 50 kg et de 250 kg, alors que le général-lieutenant Schmitt remettait son deuxième ultimatum de reddition au négociateur néerlandais, vers 1h20, il entendit le bourdonnement lourd des bombardiers au-dessus de sa tête. Se rendant soudain compte qu'il n'avait pas reçu son ordre d'annulation, il s'écria « Mon Dieu, c'est une catastrophe !» Un dernier recours d'urgence avait été convenu lors du briefing du raid pour que les troupes au sol tirent des fusées rouges dans l'air pour éloigner les bombardiers, indépendamment de leurs ordres ou instructions précédents, et Schmitt a rapidement dirigé ses hommes pour les tirer. Mais la fumée de la ville en flammes et les incessants bombardements d'artillerie restaient épais dans l'air, limitant la visibilité des bombardiers approchant à peine plus de 2000 pieds et obscurcissant l'arc des fusées d'avertissement rouge. L'aile droite de 54 Heinkels, sous le commandement de l'oberst Walter Lackner, approcha du nord-est, inconsciente du chaos sous eux, et commença leur bombardement. L'autre aile, composée de 36 bombardiers, sous le lieutenant Herbitz Heun, a commencé leur propre course, mais à la dernière minute, Heun a vu l'une des fusées rouges en dessous et a abandonné le raid, avec seulement 3 de ses Heinkels ayant largué leur ordonnance. Malheureusement, le bombardement de Lackner avait déjà causé une dévastation considérable. En seulement 13 courtes minutes, 1150 bombes de 110 livres et 158 bombes de 550 livres avaient été larguées sur Rotterdam. Une brume commença à couvrir le ciel occidental, et à mesure qu'elle se rapprochait, elle transformait la glorieuse journée de printemps en une sombre obscurité de mi-novembre, et alors que nous étions là à contempler le ciel sans comprendre ce qui se passait, un flocon de papier est descendu, puis un autre, et encore plus. Certains étaient carbonisés sur les bords, d'autres avaient des fleurs imprimées ou de l'impression dessus. Il n'y a pas une seule rue debout dans ce quartier, rien que des tas de décombres. C'est comme si un énorme rouleau compresseur avait roulé sur une grande partie de Rotterdam et avait tout aplati. Ce ne sont que des extraits des nombreux témoignages qui rappellent le terrible bombardement de Rotterdam. Le premier d'un civil à Utrecht, qui a été témoin des conséquences choquantes à près de 50 km de distance. La ville avait été rayée de la carte. 260 hectares, soit 2,6 km² de civilisation avaient disparu et Rotterdam a signé sa reddition à 20h20 cet après-midi. Sur une population de 620 000, près de 80 000 ont été instantanément rendus sans abri. Plus de 700 étaient morts et les blessures de masse avaient laissé des pans entiers de la population blessée ou estropiée à vie. Le nombre insuffisant d'abris anti-bombes civiles, associés à la nature inattendue et à la férocité du bombardement, a pris les civils au dépourvu. Presque immédiatement, la question s'est posée de savoir que faire des décombres, des restes humains, de la carcasse calcinée d'une ville autrefois magnifique. Rotterdam brûlait de manière incontrôlable et se transformait rapidement en un énorme incendie auto-entretenu qui dévastait tout sur son passage, fondant les corps et les débris en une tragédie non identifiable. Les civils ont rapidement été mobilisés en équipe de travail, fouillant les décombres, à la recherche de survivants et rassemblant les morts, une tâche macabre qui semblait ne pas avoir de limite à son horreur. Comme le raconte ici, je cite, « À une occasion, les hommes ont été priés par un ecclésiastique de chercher 3 jeunes servantes qui s'étaient réfugiées dans une voûte sous une église.
Les hommes ont enlevé des décombres, ouvert la porte chaude et ont été frappés par une chaleur intense et une puanteur. Il y avait les 3 filles, mais elles étaient mortes, assises sur un banc. Un membre de l'équipage est entré et a essayé de sortir une fille, mais elle s'était liquéfiée dans le coffre surchauffé. Fin de citation. Les morts ont été transportés au cimetière général de Krušvik dans des charrettes à bras, des taxis, des bus, des camions à ordures et même des brouettes, où ils ont été empilés en préparation pour l'inhumation dans des fosses communes, leurs identités étant en grande partie inconnues et leur corps incomplet. Au cimetière, il y avait une fosse commune de 561 civils, enterrés entre le 19 mai et le 5 juin 1940, qui comprenait 125 morts non identifiés, répertoriés seulement comme hommes, femmes ou êtres humains. 2 autres fosses communes ont été ouvertes plus tard, et toutes les 3 restent intactes à ce jour. Certaines familles ont eu la chance d'être enterrées avec leurs proches dans des tombes individuelles ou des parcelles familiales. Cependant, cela ne suffisait pas à apaiser son chagrin. Une femme a découvert qu'il restait très peu de choses reconnaissables de ses 7 proches et d'un voisin, et elle n'a pu enterrer que 8 paires de pieds non identifiables dans un seul cercueil. Des mois après le bombardement, des restes squelettiques carbonisés étaient retrouvés à travers la ville, découverts lors du nettoyage en petits tas sous les décombres ou enfermés dans des caves qui servaient de pièges mortels. Ce qui restait a été ramassé à la pelle et transféré dans l'un des charniers à l'aide de brouettes. Le conseil senior et les autorités de Rotterdam ont pris la décision de démolir ce qui restait de la ville et de repartir à zéro, choisissant de ne conserver que le moulin à tour du nord du XVIIe siècle, l'hôtel de ville, et l'église médiévale grotte de Sainte-Laurence-Kirche, l'église de Saint-Laurent. Le bombardement allemand de Rotterdam fut une tragédie colossale, rendue d'autant plus révoltante par la connaissance qu'elle aurait pu être évitée, tout en servant d'épitaphe obsédante aux horreurs de la domination et de l'agression nazie non contrôlée. Cependant, le destin réservait un autre coup cruel à la ville pendant la guerre. Le 31 mars 1943, une attaque a été menée contre les Allemands occupant Rotterdam par 33 bombardiers B-17 Flying Fortress des forces armées des États-Unis, mais les mauvaises conditions météorologiques au-dessus du chantier naval ciblé les ont amenés à larguer leurs bombes de 1000 livres trop tôt. Près de 100 tonnes d'explosifs ont été larguées sur des zones principalement civiles, à savoir les quartiers ouvriers de Bospolde et Tusendiken, tuant 417 civils et détruisant plus de 2600 maisons, laissant environ 16 500 personnes sans abri et soumettant une fois de plus les citoyens de Rotterdam à un châtiment barbare venant du ciel.